Laurence Roudard, bonjour. Donc, vous êtes ingénieur agronome et économiste. Vous êtes actuellement professeur de développement agricole à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez été auparavant enseignante à AgroParisTech à Paris et vous avez travaillé en tant qu'économiste auprès de la FAO. Vos thèmes de recherche et d'enseignement actuels portent sur les politiques agricoles, et en particulier tout ce qui touche aux politiques foncières et à la sécurité alimentaire dans les pays en développement. Et vous avez une grande expérience, vous avez mené des enquêtes auprès d'agriculteurs de beaucoup de pays du monde, notamment en Asie et en Afrique. Voilà, et vous êtes également co-auteur avec le professeur Marcel Mazoyer d'un ouvrage qui s'intitule « Histoire des agricultures du monde, du néolithique à la crise contemporaine ». Et il en existe d'ailleurs une version pour les jeunes, très richement illustrée, très intéressante, que je recommande notamment aux jeunes publics, mais aussi aux adultes. Voilà, et donc vous allez donc nous parler maintenant de l'agroécologie sous l'angle de l'agroécologie dans l'histoire des agricultures du monde. Et effectivement, c'est intéressant de commencer cette journée par cet angle historique. Finalement, l'agroécologie dont on parle, que l'on invoque aujourd'hui, est-ce que c'est une invention récente ou est-ce que finalement c'est une renaissance qu'on se prépare? Voilà, donc je vous laisse la parole pour une demi-heure à peu près de topo, un petit peu plus. Un petit peu plus. Allô, allô, vous m'entendez bien? Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour participer à cette séance. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être ici à Coudekerque, dans cette salle absolument magnifique. Donc, comme Olivier Rochaucher l'a dit, moi j'habite à Bruxelles, donc en étant ici, je ne suis pas très loin de chez moi en fait. Et sinon, je suis originaire de Bretagne, en France, et plus précisément de Carhaix-Plouguer, dans le Finistère, donc qui est une ville que vous connaissez peut-être parce qu'elle organise chaque année le Festival des Vieilles Charrues. Voilà, mais je ne vais pas vous parler du Festival des Vieilles Charrues, je vais vous parler de l'histoire des agricultures du monde sous un angle agroécologique. Alors, on va voir si ça marche. Ouais. Voilà, donc je vais faire un exposé en 5 points. Donc déjà faire un rappel sur comment l'agriculture a émergé dans l'histoire humaine. On verra ensuite pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'agroécologie aujourd'hui, ici et maintenant, mais je dirais plus généralement à l'époque actuelle. Ensuite, je proposerai une définition de l'agroécologie. Et puis je passerai donc au cœur de l'exposé en vous présentant donc une évolution de techniques agricoles en Europe tempérée froide du néolithique à la fin du 19e siècle, en vous montrant qu'en fait c'est une histoire qui est essentiellement agroécologique. Et puis donc je terminerai par la conclusion. Voilà, donc d'abord l'avant-propos. Donc dans cette salle, nous sommes tous des Homo sapiens. Et durant la plus grande partie de leur histoire, en fait, nos ancêtres ont été des cueilleurs, chasseurs, pêcheurs, c'est-à-dire qu'ils ont vécu de la prédation d'espèces sauvages dans des écosystèmes qu'ils ne modifiaient pas ou qu'ils modifiaient très peu. Et c'est très récemment seulement, après le réchauffement climatique et la fonte des glaciers, que certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs se sont d'abord sédentarisées et ensuite se sont transformées d'elles-mêmes, très progressivement, en sociétés d'agriculteurs cultivant des plantes et élevant des animaux. Et ça remonte donc à 10 000 ans ou moins de 10 000 ans, c'est-à-dire que c'est vraiment très récent au regard de l'histoire de Homo sapiens qui remonte à environ 200 000 ans. Alors, cette évolution de sociétés de cueilleurs-chasseurs-pêcheurs vers des sociétés d'agriculteurs, donc c'est produite dans 6 régions du monde, donc au Proche-Orient, en Chine du Nord, en Papouasie,
en Amérique centrale, en Amérique du Sud dans les Andes et en Amérique du Nord-Est. Alors à partir de ces foyers, les agriculteurs se sont multipliés et ils ont migré progressivement à travers presque l'ensemble du monde au fil des millénaires. Et comme vous le voyez ici sur la carte, donc les agriculteurs du Proche-Orient, petit à petit, ont étendu l'agriculture d'origine proche-orientale à travers l'Europe, à travers l'Eurasie et à travers l'Afrique. Les agriculteurs du foyer du nord de la Chine ont étendu l'agriculture extrême-orientale à travers l'Asie et l'agriculture centra-américaine s'est étendue en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Alors, au cours de leur expansion, les agriculteurs néolithiques ont rencontré principalement deux grands types de milieux. Déjà des milieux boisés, plus ou moins denses, dans lesquels ils ont développé des cultures sur abatis brûlis. Alors, dans ce type de culture, vous abattez les arbres, vous les brûlez, et puis vous préparez un lit de culture pour les graines ou les plants que vous allez mettre en terre. Et ici, vous avez une photo récente qui est prise au Congo et qui vous montre que les cultures sur abatis brûlis sont toujours pratiquées aujourd'hui dans les forêts équatoriales, encore debout, en Amérique, en Asie et en Afrique. Donc l'agriculture sur abatis brûlis est à la fois une agriculture très ancienne et très actuelle. Donc je reviendrai dans quelques minutes sur les cultures sur abatis brûlis. Mais un mot sur le deuxième grand type de milieu que les agriculteurs néolithiques ont rencontré au cours de leur progression. C'était des milieux herbeux, donc des prairies, des savanes, des steppes, qui étaient exploitables par des troupeaux d'herbivores. Et ici, vous avez une photo récente de troupeaux de rennes au nord-est de la Russie. Et donc là encore, vous voyez que ce type d'élevage est à la fois très ancien et très actuel. Alors cela étant, dans la plupart des régions du monde, les agricultures se sont beaucoup transformées au fil des millénaires. Ici, vous avez une photo de blé et de trèfle irrigués dans le delta du Nil en Égypte. Donc vous voyez qu'il y a des bufflesses aussi qui sont en train de pâturer le trèfle. Ici, vous avez une photo de pépinière de riz dans une rizière en terrasse aux Philippines. Donc ce riz n'est pas irrigué, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que l'eau de la mousson suffit largement à inonder les rizières. Et en fait, le problème est plus d'évacuer l'excès d'eau que d'amener suffisamment d'eau. Et dernière image pour illustrer la variété des agricultures du monde. Donc une photo de maïs cultivé ici au Mexique en association avec de la courge et du haricot. Donc du haricot qui grimpe en s'appuyant sur la tige de maïs. Donc dans quelques minutes, je vous donnerai des éléments sur l'évolution de l'agriculture en Europe. Dans notre région, donc. Mais déjà, je voudrais aborder cette question. Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'agroécologie aujourd'hui ? Alors, on en parle autant parce que, au cours du XXe siècle, il y a une révolution agricole qui s'est développée dans les pays dits développés et dans certaines régions des pays en développement. Alors c'est une révolution agricole que vous connaissez bien, puisque la plupart des agricultures européennes d'aujourd'hui proviennent de cette révolution agricole. Donc c'est une révolution qui a reposé sur plusieurs éléments, et d'abord sur l'usage d'intrants d'origine industrielle, et en particulier donc des engrais minéraux pour les plantes, des aliments concentrés pour le bétail et des produits de traitement des plantes et des animaux. Cette révolution agricole du XXe siècle a aussi reposé sur la sélection génétique de variétés de plantes et de races d'animaux capables d'absorber de grandes quantités d'intrants et capables de les rentabiliser en donnant de hauts rendements.
Et donc ici, vous reconnaissez bien sûr une photo de maïs hybride et une photo de taureau de race charolaise, une race à viande, donc, comme le montre bien la photo. Alors la révolution agricole du XXe siècle a aussi reposé sur la spécialisation des régions dans la production ou les quelques productions dans lesquelles ces régions étaient rentables. Et ici, vous avez une photo de champs de blé qui s'étendent à perte de vue aux États-Unis. Alors, autre point, dernier point pour caractériser cette révolution agricole. Dans certaines régions, dans quelques régions du monde seulement, en fait, elle a reposé aussi sur l'usage de tracteurs et de grosses machines qui sont capables aujourd'hui de travailler sur plus de 10 mètres de largeur. Alors, j'insiste néanmoins sur le fait que la motorisation et la grande mécanisation sont très minoritaires à l'échelle du monde aujourd'hui. On estime que le nombre de tracteurs dans le monde correspond à peu près 2% seulement du nombre d'agriculteurs dans le monde. Donc ça veut dire que le type d'agriculture qu'on connaît en Europe est vraiment un type d'agriculture très minoritaire à l'échelle du monde. Alors depuis les années 70, surtout, on a commencé à se rendre compte que cette révolution agricole avait des avantages, bien sûr, mais aussi des inconvénients. Je vais commencer par parler des inconvénients. Et l'un de ces inconvénients, ce sont les pollutions des sols, des eaux et des aliments. Donc ici aussi, vous reconnaissez une photo de côte bretonne envahie par les algues vertes du fait de la pollution des rivières par les nitrates. Autre inconvénient, l'érosion des sols, parce qu'ils contiennent moins de matière organique et qu'ils passent de longs mois en étant dénudés. Autre inconvénient, l'utilisation de ressources non renouvelables pour fabriquer les engrais et les produits de traitement, et la diminution de la biodiversité, à la fois du fait de la spécialisation, mais aussi du fait de l'usage des pesticides. Autre inconvénient encore, pratiquer ce type d'agriculture, comme vous le savez sans doute, ça coûte très cher. Les intrants coûtent cher, les amortissements sont très très élevés et même de plus en plus élevés. Si bien que ceux qui s'en sortent, eh bien en fait ils sont obligés de s'agrandir de plus en plus, et les autres, tous les autres, ils abandonnent petit à petit l'agriculture. Ça se passe souvent de la manière suivante, les exploitations ne sont pas reprises en tant que telles quand les exploitants partent à la retraite, et seules les meilleures terres et éventuellement quelques matériels sont repris par les exploitants voisins en développement. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de commerces et d'autres services dans les campagnes, et certaines régions et villages sont même complètement abandonnés, ce qui bien sûr pose des problèmes d'aménagement du territoire. Alors cela étant dit, je pense qu'il est important de rappeler que la révolution agricole du XXe siècle a obtenu et même dépassé les résultats qu'on attendait d'elle. Puisque le premier résultat qu'on attendait de cette révolution, c'était d'accroître énormément la production agricole, et elle l'a fait. La production agricole a augmenté même plus vite que la population dans de nombreuses régions du monde. C'est aussi une révolution qui a permis d'accroître énormément la production par agriculteur et aussi de faire baisser les prix des matières premières agricoles. Et tout cela, ça a contribué donc à la diminution de la sous-alimentation dans le monde, en particulier en Asie de l'Est et du Sud-Est. Les régimes alimentaires ont été sécurisés et diversifiés pour toute une partie de la population mondiale, et de la main-d'œuvre a été libérée du secteur agricole pour aller travailler dans d'autres secteurs économiques qui ont pu se développer. Donc, tout au long de cette révolution agricole, au fond, les agriculteurs, la majorité d'entre eux, ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour répondre aux demandes de la société. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, cette demande, c'était essentiellement produire plus à des prix de plus en plus faibles.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les demandes de la société ont changé et les agriculteurs essaient de s'adapter à ces changements. Voilà, donc pour conclure sur cette partie, je dirais que l'agroécologie s'inscrit dans la recherche d'alternatives aux agricultures non durables issues de la révolution agricole du XXe siècle. Et on passe maintenant donc à la partie suivante. Qu'est-ce que l'agroécologie ? Et alors là, vous voyez, j'ai mis un énorme point d'interrogation parce que vraiment, on pourrait passer toute la journée à s'interroger qu'est-ce que c'est l'agroécologie ? Est-ce que c'est une science ? Est-ce que c'est un mouvement social ? Est-ce que c'est un ensemble de techniques ? On y passerait la journée et au fond, à la fin de la journée, on ne serait pas tous d'accord entre nous. Donc, je vais proposer une définition. En tout cas, c'est celle que je vais adopter dans l'exposé que je suis en train de faire. Et pour moi, l'agroécologie dans cet exposé sera définie comme un ensemble de pratiques agricoles qui visent à corriger les inconvénients des agricultures dites conventionnelles, donc issues de la révolution agricole du XXe siècle, et qui visent à promouvoir des agricultures durables du point de vue écologique, économique et social. Alors, il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui sont promues au nom de l'agroécologie et qui, au fond, sont connues depuis très très longtemps. Donc là, j'ai pris quelques exemples très classiques. L'association agriculture-élevage et l'usage de fumier sont connus depuis très longtemps. Les rotations de cultures complexes qui font se succéder des fourrages des céréales, des plantes sarclées des céréales, en incluant des cultures dérobées d'engrais verts, sont aussi connus depuis très longtemps. Les mélanges d'espèces et de variétés cultivées, c'est aussi quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps. Le mot métaille, par exemple, est un vieux mot français qui désigne le mélange de froment et de seigle et qui vient du latin metellum. Donc ça veut dire que vraiment le mélange de variétés est une pratique connue depuis très longtemps, de même que les prairies temporaires multiplantes. Et puis, dernière pratique connue depuis longtemps, qui est de nouveau promue aujourd'hui, c'est l'association culture et arboriculture. Donc on va passer maintenant à la quatrième partie de l'exposé. Je vais expliquer par quelle méthode agroécologique les agriculteurs ont renouvelé la fertilité des terres cultivées, ont lutté contre les mauvaises herbes, en Europe tempérée froide, du néolithique à la fin du XIXe siècle, excusez-moi. Donc on va commencer par la période néolithique. En Europe, c'est une période qui va à peu près de moins 5000 à moins 2000 ans avant la naissance du Christ. Et à cette époque lointaine, donc, en Europe, on pratiquait les cultures sur abatis brûlis, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, les agriculteurs néolithiques étaient équipés de haches en pierre polie. J'ai mis un petit dessin de hache en pierre polie ici. Et évidemment, avec ce type de hache, ils ne pouvaient pas abattre de très gros arbres. Ils pouvaient seulement abattre des arbres relativement petits qui apparaissent hachurés sur le schéma ici. Donc, après avoir abattu les arbres, ils les brûlaient, ce qui permettait de faire de la place au sol et au soleil pour les plantes à cultiver. Et puis, par le brûlis, ils obtenaient des cendres, c'est-à-dire des minéraux fertilisants. Ensuite, ils préparaient un lit de culture en détruisant les racines et les mauvaises herbes et en mélangeant les cendres à la couche superficielle du sol, qui était riche en humus, puisqu'il s'agissait d'humus forestier. Et une fois que tout ce travail était fait, ils pouvaient donc semer les cultures principales et en prendre soin tout au long du cycle du culture. Alors, dans ce type d'agriculture sur abatis brûlis, après une saison de culture, la plus grande partie de la fertilité minérale était consommée. Et donc, il fallait, dès l'année suivante, abattre et brûler des arbres sur une autre parcelle. Alors, autre difficulté avec ce type de culture sur abatis brûlis en forêt, c'est que les mauvaises herbes se développent très vite. Et donc,
Après une année de culture, les agriculteurs pouvaient encore cultiver pendant peut-être 2 à 3 ans quelques cultures secondaires, mais ensuite, ils devaient abandonner la parcelle à la friche forestière. Et donc, pendant plusieurs dizaines d'années, la forêt se reconstituait et au bout de tout ce temps, les agriculteurs pouvaient revenir cultiver la même parcelle où ils trouvaient les mêmes conditions de fertilité que la première fois. Alors pour résumer ce que j'ai dit sur ce type d'agriculture, le renouvellement de la fertilité se fait par la friche boisée de longue durée pendant plusieurs décennies et la lutte contre les mauvaises herbes se fait par le brûlis, par un lit de culture bien nettoyé, par le binage des plantes cultivées et l'arrachage des mauvaises herbes. Et puis, les agriculteurs essayaient au maximum de couvrir le sol avec les plantes cultivées de manière à limiter le développement des mauvaises herbes. Alors, ce type d'agriculture a perduré pendant vraiment des millénaires en Europe. Mais petit à petit, avec l'augmentation de la population, les agriculteurs ont dû revenir de plus en plus fréquemment sur les mêmes parcelles pour les défricher et les cultiver. Donc, au début du néolithique, la friche forestière durait plus de 30 ans. Et puis, petit à petit, avec l'augmentation de la population, elle est passée à 30 ans, 25 ans, 20 ans, etc., jusqu'à ne plus durer que quelques années. Et évidemment, en quelques années, une forêt n'a pas le temps de se reconstituer. De plus, à partir de l'âge des métaux et surtout à partir de l'âge du fer, les agriculteurs, avec leurs haches, avec une lame en fer, ont pu abattre des arbres plus gros et donc l'abattis était plus complet. Et donc, tous ces processus ont conduit très progressivement à ce que les zones cultivées par abattis-brûlis soient petit à petit déboisées. Et à partir du moment où elles ont été déboisées, les agriculteurs ont concentré les cultures de céréales sur les terres les plus fertiles, c'est-à-dire souvent des terres situées dans des zones basses qui bénéficiaient donc des apports d'alluvions par l'érosion. Et de ces zones basses qui concentraient les champs de céréales, dans l'Antiquité, on a appelé ça lagère, dans l'Antiquité romaine. Inversement, sur les terrains accidentés et érodés, les agriculteurs ont développé des élevages d'herbivores. Et ces terrains pâturés constituaient ce qu'on appelait en latin le saltus. Par ailleurs, ils ont concentré les cultures de légumes et de fruits autour de leurs habitations, dans ce qu'on appelait en latin l'ortus, et ils ont laissé à la forêt les terrains les moins aptes aux cultures, les plus éloignés des habitations, qui constituaient la silva. Donc ici, vous avez une photo du plateau de l'Aveyron où on voit bien cette zone un petit peu en contrebas qui concentre la fertilité. Et puis une photo qui illustre donc le saltus accidenté et qui sert de pâturage aux herbivores. Alors dans l'Antiquité, donc on aboutit à un type de paysage agraire qui est bien sûr complètement différent du précédent. Les céréales sont cultivées une année sur deux dans les champs et elles alternent avec une jachère. Et les animaux passent les journées sur le pâturage et tous les soirs, ils sont ramenés sur la jachère, parqués sur la jachère, de manière à y déposer leur déjection et donc à favoriser le renouvellement de la fertilité du sol. Donc, dans ce type d'agriculture, le renouvellement de la fertilité des terres cultivées en céréales a lieu essentiellement donc par le pâturage de jour sur les herbages naturels et le parquage de nuit des herbivores sur les jachères. Et la lutte contre les mauvaises herbes est faite en passant l'arère plusieurs fois
durant la jachère. Donc l'araire, j'ai mis un petit dessin d'araire ici. Vous voyez que c'est un instrument qui est tiré par des animaux, qui va scarifier le sol et qui effectivement va permettre de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des faux semis. Et après les passages d'araire, les agriculteurs faisaient donc paître les animaux sur la jachère de manière à ce qu'effectivement ils consomment les mauvaises herbes. Et puis évidemment, il y avait toujours le binage. Les céréales étaient binées à l'époque, donc le binage et puis l'arrachage des mauvaises herbes au cours du cycle de culture. Sur le Saltus, les refus étaient brûlés. Donc, vous voyez quand même tout un ensemble de pratiques agroécologiques pour renouveler la fertilité des terres cultivées et pour lutter contre les mauvaises herbes. On passe maintenant à la révolution agricole du Moyen-Âge qui s'est développée de l'an 1000 à 1300. Alors, un instrument très important de cette révolution, c'est la faux. Donc, elle est dessinée là, tout en haut à gauche du schéma. La faux, évidemment, elle va permettre de faucher l'herbe qui est abondante en été et de faire du foin, et donc de nourrir beaucoup plus d'animaux qu'auparavant. Et donc, la révolution agricole du Moyen-Âge, ce qui la caractérise, c'est un très fort accroissement des troupeaux. Les animaux vont passer l'hiver en stabulation. On va fabriquer du fumier qui va être répandu sur les champs et puis ensuite enfoui dans le sol grâce à la charrue juste avant les semis. Et la charrue est aussi un instrument qui se développe au Moyen-Âge en parallèle avec le tombereau, le chariot et la charrette. Donc on a progressivement tout un nouveau système d'outillage qui se met en place et de nouvelles pratiques agricoles qui se développent et qui aboutissent à un nouveau paysage agraire. Et vous voyez que par différence avec le schéma précédent, on a un nouvel élément dans ce paysage, ce sont les prés de fauche, qui n'existaient pas auparavant, parce que la faux était connue, mais on n'avait pas des technologies du fer qui étaient suffisantes pour en fabriquer beaucoup, donc il n'y avait pas de prés de fauche, ou pratiquement pas dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on a des prés de fauche, et puis on passe progressivement à la rotation triennale qui va faire se succéder donc sur 3 ans une céréale d'hiver, une céréale de printemps, puis une jachère. Et ce passage à la rotation triennale est rendu possible par le fait qu'on a beaucoup plus d'animaux, donc on a produit beaucoup plus de fumier, qui est donc enfoui dans le sol avant la céréale d'hiver, et le reliquat de fertilité qui reste dans le sol après la culture de la céréale d'hiver est suffisant pour faire une céréale de printemps dans l'année qui suit la céréale d'hiver. C'est donc l'accroissement des troupeaux d'animaux et l'usage du fumier qui va permettre effectivement une très forte augmentation de la production céréalière destinée aux humains. Donc, dans ce nouveau type d'agriculture, le renouvellement de la fertilité est assuré principalement par le fumier, donc qui provient du foin et de la stabulation. Et pour lutter contre les mauvaises herbes, eh bien, les agriculteurs vont faire du labour de printemps, là aussi, des faux semis qui vont être suivis de pâturage par les animaux. Ils vont, avant les semis d'automne et de printemps, labourer et herser la terre pour la débarrasser de ces mauvaises herbes. Et puis, pendant les cycles de culture, ils vont continuer à biner les céréales et à arracher les mauvaises herbes. Sur le Saltus, ils continuent à brûler les refus. Donc là encore, vous le voyez, tout un ensemble de pratiques qui pourraient très bien se réclamer de l'agroécologie. Alors, on passe à la période suivante, les temps modernes, et plus précisément la période qui va de 1500 à 1900. Alors,
au XVIe siècle, en Europe, la population paraît de nouveau se heurter à un maximum. Les agriculteurs ont étendu le plus possible les cultures céréalières, au point que les prairies ont été réduites et on manquait de fourrage et de fumier. Et donc, face à ces contraintes, les agriculteurs vont développer une nouvelle révolution agricole qui va consister donc à remplacer la grande jachère par des prairies artificielles, donc légumineuses et graminées, et à remplacer la petite jachère par des cultures dérobées d'engrais verts, ce qu'on appellerait aujourd'hui des plantes de couverture, ou des plantes sarclées fourragères, navets et choux. Donc vous voyez que, d'une certaine manière, la logique ressemble à celle de la révolution agricole du Moyen-Âge, parce qu'on va passer par des cultures, par l'accroissement des troupeaux, pour avoir plus de fumier et obtenir du coup plus de céréales. Voilà. Et au bout d'un certain temps, l'accroissement de fertilité a été tel qu'il a même été possible de remplacer en partie la grande jachère par des plantes sarclées alimentaires, comme la pomme de terre, ou industrielles, ou céréalières. Donc, au bout de cette révolution, on aboutit à un nouveau paysage agraire qui ressemble au précédent, sauf que donc les terres cultivées ont été étendues et les jachères, et ici ce qui apparaît sur le schéma, c'est la grande jachère, a été remplacée par des cultures fourragères essentiellement. Et on est donc dans un type d'agriculture où il y a une couverture quasi permanente du sol. Donc, dans ce nouveau type d'agriculture, parce que maintenant on cultive des fourrages, eh bien, encore une fois, on accroît les troupeaux d'animaux, on a plus de fumier qui va permettre donc de contribuer au renouvellement de la fertilité des terres cultivées. On utilise des engrais verts et parmi les cultures fourragères, il y a des légumineuses qui vont permettre effectivement donc de fixer l'azote de l'air et de contribuer à renouveler la fertilité du sol. Donc tout ça se traduit dans l'écosystème cultivé par un fort accroissement de l'humus et de la matière organique et par une réduction massive du lessivage qui est liée à une meilleure couverture du sol tout au long de l'année. Et cette révolution agricole, donc cette première révolution agricole des temps modernes, elle a permis, en gros, de doubler la production fourragère, de doubler le chargement en bétail, de doubler le fumier, la production de fumier, et de doubler les rendements. Alors pour lutter contre les mauvaises herbes, eh bien, les agriculteurs continuent de pratiquer le labour et le herçage. On continue de biner et de sarcler. On fait des plantes sarclées. La couverture quasi permanente du sol contribue à la lutte contre les mauvaises herbes. Et pour illustrer effectivement cette couverture quasi permanente du sol, il y a une pratique tout à fait courante qui est de semer des prairies sous couvert de céréales de printemps, par exemple du trèfle sous couvert d'orge. Voilà, je passe à la conclusion. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Ça va? Merci. Donc, pour conclure, je dirais que l'histoire agraire du néolithique jusqu'au début du XXe siècle est essentiellement une histoire agroécologique et que l'usage massif d'engrais et de pesticides issus de l'industrie est très récent au regard de l'histoire agraire, qui remonte, je vous le rappelle, à 10 000 ans. La plupart des pratiques agroécologiques qui sont promues aujourd'hui sont connues depuis longtemps, en Europe et dans les autres régions du monde.
Donc c'est vrai en particulier pour l'association agriculture-élevage, le fumier, les rotations complexes, les engrais verts, les mélanges d'espèces et de variétés. Tout ça, on l'a vu dans l'histoire agraire européenne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui sont reprises, adaptées ou améliorées. Éventuellement, on leur donne d'autres noms. On a tendance à plus parler d'agroforesterie que de culture et arboriculture associées. On parle de non-labour, mais pendant très longtemps, de toute façon, on n'a pas labouré les terres, on n'avait pas les moyens de le faire. Donc voilà, ça porte d'autres noms, mais ça peut beaucoup ressembler à des pratiques anciennes. Et donc, ce qui paraît important, c'est au fond d'étudier ces héritages agraires pour les adapter et les expérimenter dans le nouveau contexte d'aujourd'hui, puisque évidemment le contexte a changé et ces pratiques probablement devront être adaptées. Maintenant, l'agroécologie d'aujourd'hui, c'est pas seulement la reprise de pratiques anciennement connues, il y a aussi des pratiques nouvelles qui se développent, comme l'utilisation des composts et des déchets urbains, la lutte intégrée contre les ravageurs, la fertilisation par les micro-organismes est aussi un type de pratique qui est en train de se développer. Et il y a actuellement une réflexion sur quels nouveaux outils on peut développer pour pratiquer des cultures associées. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous lisez Agriculture du monde du néolithique à nos jours. C'est celui de droite qui est pensé pour, je dirais, un jeune public, mais pas si jeune que ça, 7 à 77 ans, ça marche. Et puis pour ceux qui sont un peu plus courageux, vous lisez la version pour les adultes, Histoire des agricultures du monde, du néolithique à la crise contemporaine. Voilà, merci pour votre attention.